Il est 23h et vous êtes sur la mer des chaînes de télé ivoiriennes à la une de l'actualité. Audience du vice-président avec une délégation de haut niveau de financement du monde arabe. Timoko Meïlie Koné a reçu ce mardi au palais présidentiel ses convives de marque en toile de fond de leurs échanges, le renforcement des partenariats entre notre pays, voire l'Afrique, et le monde arabe. À plusieurs milliers de kilomètres d'Abidjan s'est ouvert le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. C'est une rencontre qui projette solutionner la question de la fourniture en électricité à 300 millions d'Africains d'ici à 2030. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui représente le président de la République Alassane Ouattara à cette importante réunion internationale. Et puis les Ivoiriens établis hors de nos frontières n'ont plus à s'en faire pour l'établissement de leurs documents administratifs. La dématérialisation et la sécurité de ces titres est en marche. Cas pratique pour vous dans cette édition avec l'une de nos équipes au consulat de Côte d'Ivoire à Paris. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 23h. On ouvre cette édition sur les berges de la lagune Ébrié avec le vice-président de la République Timoko Meïlie Koné qui a reçu en audience ce mardi au palais présidentiel une délégation de haut niveau de financement du monde arabe. Au cœur des échanges, le renforcement du partenariat stratégique avec l'Afrique. Le monde arabe, avec ses importantes ressources financières, aimerait jouer un rôle stratégique dans la transformation des économies africaines. Alexis Ouedraogo. Les pays arabes, en particulier ceux du Golfe, disposent d'importantes ressources financières qui peuvent être captées par des projets sur le continent africain. Pourtant, les échanges commerciaux entre ce monde et l'Afrique restent largement sous-exploités, avec seulement 28 milliards de dollars en 2022. La Côte d'Ivoire, elle, entend en tirer le meilleur profit. Ce mardi, au palais présidentiel, le vice-président de la République, Timoko Meïlie Koné, a reçu une délégation de haut niveau des fonds arabes pour le développement. Le groupe de coordination arabe, ici représenté par le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien de développement, le fonds koweïtien et la BADEA, nous étions venus présenter nos félicitations à son Excellence le président Alassane Ouattara pour les excellentes performances macroéconomiques que son leadership a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser et la forte résilience de l'économie ivoirienne face aux chocs exogènes. La nouvelle notation du pays et la sortie sur les marchés des capitaux sont des témoignages éloquents du succès des politiques menées sous le leadership de son Excellence le président Alassane Ouattara. Nous avons aussi écouté attentivement les orientations de son Excellence, Monsieur le Vice-président, sur les priorités de la République de Côte d'Ivoire pendant les prochaines années et surtout dans le cadre du Plan national de développement 2026-2030. Le groupe est aussi engagé à accroître le volume de financement pour la République de Côte d'Ivoire afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement. Le groupe de coordination des fonds arabes salue l'excellence des relations avec la Côte d'Ivoire. Avec une volonté affirmée et un cadre de partenariat équilibré, il entend redéfinir sa coopération avec l'Afrique. Cette audience était un avant-goût du 6e Forum Arabe-Afrique pour le renforcement de la coopération. L'événement a ouvert ses portes ce mardi 25 janvier ici à Cocody. Ce rendez-vous annuel de la finance africaine est organisé par Financial Afrique et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, en abrégé BADEA. Cette année, il se déroule autour des relations stratégiques entre le monde arabe et l'Afrique. L'objectif est de renforcer les liens commerciaux et les investissements entre les deux régions. C'est le ministre de l'économie, du plan et du développement, Niale Kaba, qui a donné le top départ des travaux de ce forum sous le thème « Monde arabe, monde Afrique, quels sont les défis à relever ?» À quelques milliers de kilomètres d'ici, en Tanzanie, c'était ce matin l'ouverture officielle du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains sur l'énergie. Plusieurs chefs d'État prennent part aux côtés de 1000 participants à cette importante rencontre, à la clé des discussions des solutions innovantes pour connecter plus de 300 millions d'Africains d'ici à 2030 au réseau électrique. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé représente le président de la République Alassane Ouattara à cet important sommet. Herman Guivet.
Sommet africain de l'énergie de Dar es Salaam, les chefs d'État africains, leurs représentants, chefs de gouvernement, à l'honneur ce mardi. Ouverture officielle de ce sommet aux couleurs de la culture tanzanienne, des chefs d'État, de gouvernement de presque tous les pays du continent africain, ainsi que leurs représentants, répondent présents à l'appel de la Tanzanie. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe, présent en Tanzanie, représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour la circonstance. Son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République de Mauritanie, ouvre les travaux de cette journée officielle. La présidente de la République unie de Tanzanie souhaite la bienvenue à ses invités de marque. Objectif porté par le sommet, connecter d'ici à 2030 300 millions d'Africains à l'électricité à travers des solutions innovantes. Les chefs d'État africains présents et leurs représentants adoptent à l'unanimité les engagements du sommet Mission 300. Opportunité leur est alors offerte d'échanger à travers des panels et de partager leurs visions avec leurs homologues sur les mécanismes qu'ils entendent mettre en place afin de renforcer la capacité en électricité dans leur pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe, représentant le président de la République Alassane Ouattara, évoque les politiques mises en place pour faciliter l'accès à l'électricité aux populations. Le président de la République Alassane Ouattara s'est appuyé sur 2 piliers en matière d'électricité. Le premier pilier, c'est la couverture du territoire national. Nous sommes à 94% du taux de couverture. Le deuxième pilier, c'est le taux d'accès, ce qu'on peut appeler le taux de connexion. Et pour réussir cela, on s'est appuyé sur un mécanisme, la politique de raccordement électrique à moindre coût. Avec 1,5 $, les populations ont la possibilité de se connecter. Et ce programme, nous l'avons réalisé avec le soutien de la Banque africaine de développement et des institutions comme la Banque mondiale que je voudrais remercier. Nous avons réussi à réaliser près de 3018 MW d'électricité. Pour produire cette électricité, nous sommes appuyés aussi sur 30% d'investissement de l'État et 70% d'investissement du privé. Nous avons plusieurs segments de potentialité. L'eau, le gaz, l'hydrocarbure, le soleil et bientôt l'éolienne. Et nous sommes en train de faire des recherches sur l'hydrogène. Les richesses agricoles de la Côte d'Ivoire constituent une richesse en électricité parce qu'avec la biomasse, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les propositions que nous voulons faire à nos amis de la BAD et de la Banque mondiale sont les suivantes. Il faut avoir des guichets avec des taux d'intérêt concessionnels et des durées de maturité assez longues parce que le domaine de l'électricité est très sévère en matière d'équilibre financier. Nous lançons des appels d'offres à partir du mois prochain pour réaliser au moins 200 MW de connexion en électricité et avoir des prix les meilleurs pour que nous ayons des compétitions structurées et bien agencées. La Côte d'Ivoire constitue pour les opérateurs privés une terre d'opportunités en matière d'électricité. Pour soutenir l'effort en matière de recherche de solutions innovantes, de jeunes Tanzaniens sont récompensés pour la qualité de leurs inventions allant dans le sens de la préservation de l'environnement. Le sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie, Dar es Salaam édition 2025, se referme sur une note d'espoir. Passer les engagements, place désormais à la mise en œuvre ou au renforcement des mesures prises pour l'atteinte des objectifs fixés par le programme Mission 300. Avant la tenue du sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie, les ministres d'énergie des pays africains et les partenaires financiers ont eu des échanges, des rencontres qui tournaient autour des questions en rapport avec les politiques et réformes nécessaires pour transformer le secteur énergétique en Afrique. C'est ce que nous dit Herman Guivet. Cérémonie d'ouverture du sommet des chefs d'État africains et de gouvernement sur l'énergie. Le gouvernement tanzanien heureux d'accueillir sur son sol le millier de participants venus prendre part à ce rendez-vous international qui se donne pour objectif de rechercher des solutions innovantes afin de mettre de l'électricité à disposition d'environ 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Et parlant de solutions innovantes, les panélistes, ministres des énergies des pays africains ont l'un après l'autre exposé sur les actions engagées par leurs États pour lutter contre la pauvreté énergétique. Le ministre ivoirien des Mines et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, ouvre les échanges. Notre pays a un potentiel, notamment en ce qui concerne le gaz, l'hydro. Et c'est sur cette base que nous ambitionnons
d'ici 2030 de doubler la quantité d'énergie que nous exportons avec nos voisins. La régulation est importante au niveau de la sous-région parce que le défi auquel nous faisons face, c'est que l'électricité que nous exportons ne sont pas toujours payées en retour. Donc ce qui pose un vrai défi. Nous avons approché nos partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir des garanties en ce qui concerne l'exportation de l'électricité dans la sous-région. Nous avons insisté là-dessus parce que si le marché sous-régional est régulé et que nous n'avons pas de garanties d'être payés en retour, ça va être difficile que le marché fonctionne. Donc je voudrais vraiment indiquer que c'est une grande opportunité d'avoir une approche intégrée. Je voudrais saluer cette approche méthodologique de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Le Kenya a lui opté pour un système qui permet au secteur privé d'investir dans le secteur énergétique, selon son ministre de l'Énergie. Au ministre nigérian de l'Énergie de soutenir que l'ambition de son pays, c'est d'avoir l'accès total à l'énergie propre en 2030. L'Afrique du Sud, seul État du continent africain membre du G20, ne manque pas d'indiquer ses priorités en matière d'énergie. Principal sujet abordé au cours de ce panel, les capacités des États africains à faire face aux défis énergétiques sur le continent à travers la politique et les réformes nécessaires pour transformer l'énergie africaine. Si l'électricité était considérée autrefois comme un luxe, aujourd'hui, c'est une nécessité. Ces propos de Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, reflètent la qualité des ambitions exprimées à l'ouverture de ce sommet. Ici à Abidjan, ce mardi n'a pas été de tout repos pour nos institutions. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a reçu plusieurs personnalités en audience, parmi lesquelles l'ambassadeur d'Espagne, Guillermo Marín Gorbea. Il a discuté avec le président de l'hémicycle des moyens de renforcer la coopération entre leurs pays. Après les dits échanges, Fanta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO, s'est également entretenue avec Adama Bictogo sur la contribution de l'institution sous-régionale dans la préservation de la paix et la réussite de l'élection présidentielle de 2025. Un reportage signé Carmel Dia et Fernand Conan. C'est la première fois qu'il franchit les portes de l'hémicycle depuis sa prise de fonction en 2024. Guillermo Marín Gorbea, ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Une rencontre pour consolider la coopération qui existe entre les deux nations. La Côte d'Ivoire est un pays très ouvert, très accueillant. Alors on a parlé des excellentes relations, des différents domaines où on peut développer encore plus cette collaboration. J'ai aussi profité de l'occasion pour lui transmettre un exemplaire de la nouvelle stratégie pour l'Afrique qui vient d'être approuvée par le Conseil des ministres de l'Espagne. Fanta Cissé, représentante résidente de la CEDEAO, s'est également rendue à l'hémicycle. Porteuse de messages de paix, elle a présenté des propositions au président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, en vue de garantir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'objet de cette visite aujourd'hui était de voir avec son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, l'état des lieux des différentes institutions de la République et au niveau des élections qui auront lieu prochainement et discuter un peu de comment est-ce qu'ensemble, en tant que CEDEAO et l'Assemblée nationale, eh bien, nous pouvons travailler afin que les prochaines élections se passent dans la paix, dans la cohésion sociale. À la mi-journée, Adama Bictogo a invité les ambassadeurs des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à un déjeuner convivial, un moment placé sous le signe de la fraternité et des échanges constructifs. Une autre institution dont nous vous donnons lecture du communiqué, il s'agit du Sénat. Le communiqué nous dit que son Excellence Madame Kandiaka Misoko Kamara, présidente du Sénat, convoque Mesdames et Messieurs les sénateurs à la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025, le mercredi 29 janvier 2025 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la Recherche pour la paix de Yamoussoukro. En raison du caractère solennel de cette séance, Madame la Présidente du Sénat invite Mesdames et Messieurs les sénateurs à arborer leurs écharpes et autres insignes parlementaires. Le présent communiqué tient lieu de convocation.
On s'intéresse à nouveau aux informations relatives à l'élection présidentielle de 2025. Le président de la Commission électorale indépendante CEI engage ses collaborateurs à une meilleure exécution des missions pour cette année électorale 2025. Ibrahim Koulibaly Kuibier s'est adressé à l'ensemble du personnel de l'institution ce jour et leur a donné des directives en ligne de mire la réussite des actions prévues durant la période électorale. C'était au cours d'une rencontre d'échange entre le président de la CEI et le personnel. Ces instructions nous sont rapportées ici par Konaté Moussa et Frodo Célestin. Élection présidentielle d'octobre 2025. La commission électorale indépendante s'active. Les agents de l'institution réaffirment leur engagement pour le succès de l'échéance. 2025 est une année exceptionnellement déterminante pour la CEI, tant les enjeux sont importants. Nous restons fermement convaincus qu'ensemble, nous saurons relever ces défis majeurs, vu la compétence collective en termes de gestion des processus électoraux. Une seule option s'offre à nous, réussir ensemble ces élections, et nous le pouvons car nous en avons la capacité et l'expérience, mais surtout la motivation à servir la Commission électorale indépendante, CEI et notre pays, la Côte d'Ivoire. Le personnel prêt à relever les défis pour une opération électorale réussie. En sa qualité de chef d'orchestre, le président de la CEI invite l'ensemble de ses collaborateurs à une meilleure exécution des missions. Vous devez avoir constamment à l'esprit que chaque acte, chaque action ou chaque activité que vous exécutez avec sérieux et professionnalisme contribue énormément à la paix dans notre pays, d'où votre responsabilité. Je vous engage à faire preuve de professionnalisme, de loyauté et à être respectueux des lois et règlements. Je vous engage également à poursuivre l'exécution de vos tâches avec la même abnégation et détermination qui vise à toujours caractériser dans l'intérêt supérieur de la nation et de la République. Dans son adresse, le président Ibrahim Kuibier Koulibaly a émis le souhait de l'organisation d'une élection sans violence avec la contribution de tous. Certains électeurs, eux, vivent à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire et ils sont 147 000, ces Ivoiriens qui vivent en situation régulière dans l'Hexagone selon le ministère de l'Intérieur français. Mais seulement 47 000 d'entre eux sont officiellement connus des fichiers consulaires de notre pays. Pourtant, en maximum 30 minutes, ils peuvent être en possession de leur titre de séjour, par exemple. Alors, comment sont-ils gérés au quotidien dans les démarches relatives à l'obtention de leurs documents administratifs? L'on vous plonge au cœur du train-train quotidien d'enrôlement et de délivrance de ces documents au consulat ivoirien à Paris avec Walter Amadou Ouattara. 19 rue de la Pépinière, dans le 8e arrondissement, à l'entrée du consulat général de la Côte d'Ivoire à Paris, rien ne présage l'ambiance à l'intérieur. Pourtant, c'est avec sang-froid et professionnalisme que le personnel s'occupe des usagers cas par cas. Si la devanture du bâtiment ne présente plus les longues files d'attente du passé, c'est grâce à une organisation. Elle est essentiellement axée sur la dématérialisation des actes administratifs et la célérité dans le traitement des dossiers. Gorebi et sa compagne viennent d'obtenir leur carte consulaire en peu de temps. Ça m'a pris moins de 30 minutes, bien sûr. Ce temps gagné est dû au fait que la constitution des dossiers a été faite auparavant, un rendez-vous pris en ligne et les frais de dossier payés de façon électronique. On a des usagers qui n'étaient pas trop habitués au système de rendez-vous. Ils viennent quand ils veulent, mais ça commence à aller petit à petit. Actuellement, on reçoit 60 à 70% des personnes qui respectent le rendez-vous. C'est ainsi qu'on a fait la liste des pièces à fournir, au fait. C'est soit la carte nationale d'identité ou le passeport, un essai d'acte de naissance, un justificatif de domicile et un reçu de 10 € qu'ils payent sur le site. Le renouvellement de passeport prend également moins de temps. Donc c'est une procédure assez simple. On peut s'étonner biométrique sur la base de son ancien passeport. Capture d'empreinte, prise de photo, on nous remet son reçu. C'est terminé. Dans un cas, système de renouvellement comme ça, on en a pour 6-7 minutes. Quelquefois, il y a des incompréhensions. Deuxième année, troisième année. Oui, monsieur.
le fait que le passeport ne soit pas produit, ce n'est pas la faute du consulat. Nous ne sommes qu'un centre d'enrôlement. Je souhaite qu'on réduise un peu le temps de production des passeports en un mois. Cependant, dans 80% des cas, ces situations trouvent une issue heureuse. Voilà, là j'ai récupéré le passeport de ma fille. Je suis vraiment très heureux. Célérité, d'accord, mais sécurité d'abord. Les agents sont instruits à travailler pour redorer la respectabilité des documents administratifs consulaires ivoiriens. Le système, c'est le RNPP, c'est le Registre national des personnes physiques. Il a été installé par l'ONESI. Donc ça nous permet de faire des extraits d'actes de naissance, de mariage et de décès. Lorsque l'acte est fini, ça nous génère automatiquement un QR code qui nous permet en fait de retrouver l'acte dans sa totalité sur une application mobile. Ça nous donne aussi un numéro national d'identification à chaque personne. À ce jour, nous avoisinons les 4500 actes. Le système a été installé ici en septembre 2024. Il est beaucoup plus rapide. Ça nous évite déjà les doublons. De tomber sur par exemple des personnes qui viennent avec des actes frauduleux ou des actes qui n'ont pas déclaré. Et les personnes aussi qui ont outrepassé le fait de déclarer leur naissance ici et qui sont à se faire établir des cartes nationales d'identité ivoiriennes à Abidjan. Le système rejette automatiquement parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure réglementaire. Tous engagés contre la fraude documentaire est un combat quotidien mené par Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Il partage quelques résultats concrets obtenus grâce à la dynamique impulsée. Une des innovations majeures que nous mettons en place en ce moment, c'est l'expédition systématique des passeports. Nous avons déjà pu expédier plus de 6000 passeports aux différents requérants, ce qui réduit les flux journaliers à moins de 100 personnes par jour, parce qu'on dépasse largement les 200 personnes par jour. Puis il faut continuer à travers aussi la sécurisation des actes consulaires dans la coopération que nous avons mise en place avec l'Office national d'état civil, donc l'ONESI, et également la direction du service de contrôle de l'état civil du ministère de la Justice. Pour améliorer davantage les services, d'autres mesures sont annoncées. C'est surtout ne pas venir accompagner à chaque fois faire une démarche consulaire, venir seul, parce que nous tenons compte également des mesures de sécurité dans le bâtiment. C'est prendre le temps de vérifier aussi l'authenticité des documents avec lesquels on vient. Si on ne le fait pas, nous on le fera à votre place, mais ça vous fait perdre énormément de temps. Faire les paiements à la maison, d'imprimer les reçus, prendre l'ensemble des documents dont on a besoin avant de venir faire une démarche consulaire. La Côte d'Ivoire va bientôt avoir un bâtiment à Montreuil également, où nous allons mettre en place un dispositif pour permettre aux Ivoiriens de faire des passeports, des cartes d'identité, des actes consulaires divers. On va continuer également la proximité avec la diaspora à travers ce qu'on appelle les audiences foraines consulaires. En bas, on a une boîte de suggestions. Ça nous permet aussi d'avoir le retour des usagers, voir ce qui peut être fait, ce qui peut être amélioré. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite près de 25 000 demandes de passeports et 12 000 actes consulaires divers chaque année. Retour au bercail, la Côte d'Ivoire franchit un nouveau cap dans la transformation locale de noix de cajou. Progrès justifié par l'inauguration ce lundi 27 janvier d'une usine auto-ultramoderne à Atingué avec un investissement de 40 millions de dollars. Cette infrastructure de pointe vient renforcer la capacité du pays en matière de valorisation de l'anacarde en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra-Souba représentant le Premier ministre. Cette inauguration illustre l'engagement du gouvernement à favoriser le développement agro-industriel et durable. Et je vous propose à présent de suivre la lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique qui est faite par Jean-Marc Djadji. Le ministère a été saisi le dimanche 26 janvier 2025 d'une pollution de la rivière Guéry près du campement Zabezako entre les villages de Mabo et Diabo, ayant causé une importante mortalité de diverses espèces de poissons. Cet incident serait dû à un déversement de produits nocifs par des individus dont les motivations restent inconnues pour les populations locales. En collaboration avec les autorités locales et les services compétents, le ministère a immédiatement dépêché ses équipes techniques sur le terrain pour réaliser des analyses approfondies, évaluer les niveaux de pollution et prendre des mesures visant à contenir les impacts environnementaux et protéger la santé publique. Dans l'attente des résultats des enquêtes et des analyses, le ministère recommande vivement aux populations de ne pas consommer l'eau des cours d'eau, ni les produits qui en sont issus, poissons, crevettes, etc. Restez vigilante et signalez tout effet inhabituel ou symptômes liés à une éventuelle exposition. Relayez ces consignes aux ménages avec l'appui des chefs de campement et des leaders communautaires.
Face à la récurrence des cas de déversement de produits nocifs dans les cours d'eau au niveau national, le ministère tient à informer l'opinion nationale que le nouveau Code de l'environnement a prévu des poursuites judiciaires assorties de sanctions pénales et pécuniaires contre les auteurs de ces actes. À cet effet, il voudrait rassurer les populations des campements affectés que les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsables et les traduire devant les tribunaux compétents. Le ministère appelle la population à garder son calme et à faire preuve de sérénité tout en respectant scrupuleusement les consignes émises. Au chapitre politique, le coordonnateur adjoint du RHDP du Bounkhani a rencontré ce samedi les enseignants militants du RHDP. Il leur a confié pour mission de concourir au triomphe de son parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les enseignants ont, eux, assuré la direction du RHDP qu'ils sont déjà mobilisés pour l'atteinte du dit objectif. Ils ont aussi plaidé pour que le président Alassane Ouattara soit le candidat du RHDP pour l'échéance de 2025. Herman Yamia. La coordination régionale du RHDP du Bounkhani en ordre de bataille pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Première action pour ce début d'année, cette rencontre avec le corps enseignant de la région. Le coordonnateur adjoint du RHDP du Bounkhani veut ainsi sonner la mobilisation des militants et aussi mettre en mission les enseignants afin qu'ils engagent la sensibilisation pour faire adhérer les populations aux idéaux du RHDP. Nous avons commencé par les enseignants pour une raison très simple, parce qu'ils sont au cœur de notre système, parce que c'est les enseignants qui forment les militants, c'est les enseignants qui sécurisent nos lieux de vote. Donc il était important que nous commençons donc notre mobilisation, notre réunion avec les enseignants pour les mobiliser, pour les remobiliser parce qu'ils sont déjà mobilisés. Les enseignants venus en grand nombre à cette rencontre ont assuré à la coordination régionale du RHDP qu'ils sont déjà prêts et mobilisés pour faire triompher le parti aux échéances électorales d'octobre 2025. Ils ont aussi plaidé pour que le président de la République Alassane Ouattara brigue un autre mandat afin de poursuivre la dynamique de développement qu'il a impulsée au pays depuis 2011. Nous souhaitons que notre papa Ado soit candidat, qu'il accepte de nous accompagner encore dans cette aventure qu'il a commencée et pour continuer jusqu'à ce que vraiment, nous, ces enfants, soyons heureux. Nous sommes heureux tant qu'il est au pouvoir. Après cette rencontre, les enseignants ont promis de sillonner hameaux et villages pour véhiculer le message de la direction du parti afin que les militants du RHDP en particulier et même la population en général se tiennent prêts pour l'élection présidentielle à venir. On termine le périple de l'actualité nationale avec le lancement officiel de la 29e édition de Miss Côte d'Ivoire 2025. C'était ce lundi 27 janvier à Marcory. Cette année, il y aura quelques innovations. L'une des majeures, les candidates devront se présenter sans artifice, a annoncé le comité de Miss Côte d'Ivoire. Compte rendu, Malika Koulibaly et Ami Sangaré. Qui sera la reine de beauté de Côte d'Ivoire en 2025? On le saura au soir du 28 juin prochain. Mais en attendant, place à la phase des présélections lancées dans la soirée du lundi 27 janvier. Occasion pour Victor Yapobi, président du comité Miss Côte d'Ivoire Comici, de rappeler les critères de sélection marqués par des innovations majeures. Nous avons mis l'accent sur la taille d'abord, qui va passer à 1m67 pieds nus, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes filles très jolies n'avaient pas pour 1 cm la possibilité de se présenter au concours qui était de 1m68. La deuxième innovation de taille, c'est que pour les présélections cette année, toutes les candidats devront venir avec les cheveux naturels. On souhaiterait aussi que le teint des candidats soit naturel, noir, blanc ou métis. Enfin, nous avons demandé aussi à ce que toutes les jeunes filles qui se présentent sur ce concours payent hors de participation de 30 000 francs au lieu de 50 000 francs. Je tiens à préciser que les 30 000 francs payés comme montant d'inscription, c'est pour tout le concours. Nous fournissons les tenues de soirée et nous fournissons aussi les tenues traditionnelles. Quelle contribution promotionnelle le concours Miss Côte d'Ivoire peut apporter à la culture et au tourisme? C'est le thème retenu pour cette 29e édition. Séduit par la pertinence des enjeux beauté et valeurs sociales, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, promet soumettre le dossier au gouvernement. Le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme prendront entièrement leur place
pour porter une communication au Conseil des ministres visant à apporter un appui franc au plan institutionnel et au plan financier afin que le Comici bénéficie d'un appui à nul autre pareil pour faire de cette édition une édition unique. La phase de présélection débute du 15 février au 10 mai prochain. Cette étape va concerner 15 communes, dont 2 villes dans l'Hexagone. C'est la fin de ce journal concocté par les équipes de la rédaction, de production et de la réalisation. Merci d'être resté si tard pour vous informer sur la chaîne qui rassemble.